Bonjour, bienvenue dans cette dernière session de la journée, session dédiée à la codification automatique, dans laquelle on va avoir deux présentations. Une première présentation de Tom sur la codification de la PCS, et puis une présentation de Théo sur les limites de l'algorithme implémenté dans SICOR. Je vous invite également à aller lire sur le site des JMS la contribution associée, qui est un autre article de Théo sur SICOR. On va commencer tout de suite par la présentation de Tom sur la codification de la PCS à l'aide de techniques de machine learning. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais faire une petite présentation sur l'application de techniques de machine learning pour coder les professions en PCS 2020. Alors pour commencer, qu'est-ce que c'est que la PCS? La PCS, c'est la nomenclature des professions et catégories socio-professionnelles. C'est une nomenclature qui sert à la codification du recensement de la population, donc la codification de la profession dans le recensement de la population et dans des enquêtes ménages réalisées par l'INSEE. Et donc nous, dans ce travail, on s'est intéressé plus précisément à la codification de la PCS pour le recensement de la population. Et donc dans le recensement, en fonction de sa situation, la personne recensée renseigne l'intitulé de sa profession parmi trois types. Donc si la personne recensée est salariée et employée, donc, au moment de l'enquête, elle renseigne une profession salariée. Si elle travaille mais qu'elle n'est pas salariée, elle renseigne une profession non salariée. Et si elle ne travaille pas au moment de l'enquête mais qu'elle travaillait par le passé, elle renseigne une profession antérieure. Et donc par exemple pour la profession salariée, l'enquêté répond à la question quelle est votre profession actuelle ou votre profession principale. Et donc réponse sous la forme de texte libre. Et ce à quoi on s'intéresse ici, c'est à partir de ce texte libre, en particulier, comment coder la PCS. Alors pour la version actuelle de la nomenclature, donc c'est la version PCS 2003, la codification automatique, elle est assurée par un outil qui s'appelle SICOR. SICOR, c'est un arbre de décision, en gros un ensemble de règles déterministes. Et le problème, c'est que la nomenclature PCS, elle a été récemment rénovée, donc il y a une nouvelle version de la nomenclature qui s'appelle PCS 2020. Et mettre à jour SICOR pour coder la profession dans cette nouvelle nomenclature demanderait énormément de travail, étant donné que SICOR, c'est juste un ensemble énorme de règles de décision. Et donc c'est pour ça que des expérimentations ont été conduites, au départ sur des données codées en PCS 2003, autour de l'application de techniques de machine learning pour coder la profession. Et donc en fait, les tests qui ont été effectués sur les données en PCS 2003 ont été assez concluants, et ils ont poussé à organiser une campagne d'annotation de données en PCS 2020. Et c'est grâce à ces données en fait, qu'on a pu mener le travail qui est présenté ici. Donc, quelques informations supplémentaires sur la PCS. Donc, la nomenclature PCS 2020, c'est une nomenclature qui est hiérarchique sur 4 niveaux. Donc en fait, au départ, on code 6 groupes qui sont divisés en 30 catégories socio-professionnelles, elles-mêmes divisées en 126 professions regroupées, qui sont elles-mêmes divisées en 316 professions. A priori, quand on code la PCS pour le recensement de la population, on aimerait coder au niveau le plus fin. Donc en gros, si on fait cette hypothèse, on aurait 316 classes dans notre tâche de classification. Le problème, c'est qu'en fait, c'est qu'on a autorisé les annotateurs pendant la campagne d'annotation à potentiellement annoter à des niveaux supérieurs de la hiérarchie s'il n'y avait pas assez d'informations dans le bulletin. Et donc en fait, on se retrouve avec en pratique plus de 316 classes parce qu'il y a des classes, des niveaux supérieurs qui existent dans nos données. Et pour donner un peu plus d'informations sur les données qu'on a, en fait, dans le bulletin du recensement de la population, on n'a pas que cette réponse à la question quelle est votre profession principale. On a d'autres variables qui peuvent aider à coder la PCS, et donc on va exploiter. Et donc elles sont listées ici pour la profession actuelle salariée. Par exemple, on a une variable de situation principale. Donc là, typiquement, ça va être en apprentissage ou en emploi standard ou en études. Voilà, il y a cette modalité. Il y a une variable de statut.
Donc là, ça va être moins pertinent peut-être pour la profession actuelle parce que on va dire qu'il y a deux modalités possibles, c'est soit salarié, soit chef d'entreprise salarié. Les autres catégories sont a priori pas pertinentes. Ensuite, on a une variable qui est a priori assez importante, c'est une variable de position professionnelle. Donc là, typiquement, les modalités, il y en a 9, ça va être agent de la catégorie de la fonction publique, ou alors ingénieur cadre d'entreprise, ou alors ouvrier qualifié ou hautement qualifié, etc. Et ensuite, on a une variable sur l'activité de l'établissement employeur, donc c'est une... l'activité est codée dans la nomenclature NAF. On a une variable de catégorie juridique de l'établissement employeur. Donc là, ces deux variables ont beaucoup de modalités. Et on a une variable de taille de l'établissement employeur. Et un dernier petit truc à mentionner peut-être en introduction, c'est que pour la PCS 2020, on a une liste de libellés de profession qui sont directement associés à un code, et ce de manière univoque. Et donc en fait, cette liste, le plan, c'est de l'utiliser pendant la collecte des données. Donc en fait, le plan, c'est d'utiliser un outil d'autocomplétion, un module d'autocomplétion pour, par exemple, pour la collecte par Internet, qui va permettre de maximiser le nombre de libellés qu'on va pouvoir coder automatiquement, directement au moment de la collecte. Et même pour la collecte papier, en fait, on va pouvoir faire un appariement avec cette liste de libellés, ce qui va faire qu'on aura directement un certain nombre de bulletins qui vont être codés sans travail. Et ici, en fait, on ne considère pas ces bulletins, pas ces libellés-là, parce qu'en fait, on sait déjà les coder. On considère uniquement les libellés hors liste. Et ça, c'est pertinent parce qu'en fait, ces libellés, ils sont en général plus difficiles à coder que les libellés sur liste, qui sont harmonisés. Donc en fait, on travaille sur un sous-ensemble de bulletins qui sont a priori assez difficiles à coder. Alors ça, c'est une slide sur la campagne d'annotation, grâce à laquelle on a pu récupérer des données annotées en PCS 2020. Donc cette campagne d'annotation, elle a été organisée à la suite de tests dont j'ai parlé tout à l'heure sur des données codées en PCS 2003. Et en gros, on a utilisé le même genre de modèle que ceux que je vais décrire plus tard pour, par exemple, fixer une taille de bulletin à tirer. Donc, on a fixé le nombre de bulletins à annoter à 120 000 bulletins. Donc, parmi ces 120 000, il y en a 90 000 qui ont été annotés pour la profession actuelle salariée. Donc, c'est ce qui est décrit, enfin, ce dont on parle plus précisément dans cette présentation. Et les tests ont aussi permis de déterminer comment on allait tirer les bulletins, donc le mode de tirage. Et donc pour choisir le mode de tirage, on a comparé plusieurs stratégies possibles avec un tirage aléatoire simple. Donc la première stratégie, c'est un tirage aléatoire avec probabilité d'inclusion proportionnelle à la fréquence d'apparition des caractéristiques individuelles. Donc les caractéristiques individuelles, c'est les variables annexes que j'ai décrites précédemment. Et avec ce mode de tirage, on a des meilleurs résultats sur un échantillon de test, donc une meilleure prédiction que lorsqu'on entraîne les données avec des données tirées selon un sondage aléatoire simple. Mais du coup, on a essayé de faire plus compliqué. En fait, cette stratégie numéro 1 de tirage aléatoire avec des probabilités d'inclusion proportionnelles au nombre d'occurrences, quand on fait ça, on essaye d'avoir un jeu d'entraînement qui est représentatif de la base de tirage par rapport aux variables qui sont considérées. Mais en fait, on peut avoir envie d'avoir un échantillon représentatif par rapport aux libellés, étant donné que c'est les libellés qu'on utilise principalement pour faire la prédiction. Et donc pour faire ça, on peut utiliser des plongements lexicaux. Donc qu'est-ce que c'est qu'un plongement lexical ? Le plongement lexical d'un texte, c'est une représentation vectorielle dense d'un texte. Et donc utiliser des plongements lexicaux, c'est quelque chose qui est récurrent en traitement du langage. C'est une technique de réduction de dimension qui est très utilisée. Et pour cause, en fait, si on imagine qu'on a un corpus de textes donné, donc c'est un ensemble de textes, et si on a envie de
d'avoir une représentation vectorielle pour un texte de ce corpus. Donc on peut par exemple commencer par indexer tous les mots du corpus. Donc on va avoir par exemple grand M mots dans le corpus. Une représentation vectorielle possible pour un texte donné, c'est un vecteur de longueur grand M avec que des zéros et juste des 1 à des emplacements qui correspondent aux indices des mots contenus dans le texte. Donc ça, c'est une représentation vectorielle très naïve. Et en fait, le problème, c'est que là, on est dans un espace de beaucoup trop grande dimension. Et donc, on a plein de problèmes si on veut faire de la prédiction, par exemple, avec ces représentations vectorielles-là. On se réfère souvent au fléau de la dimension. Et donc, en fait, utiliser des plongements lexicaux, ça permet de se placer dans un espace vectoriel de dimension plus faible, d'avoir des représentations denses. Et l'idée, c'est que si on a des bons plongements lexicaux, et deux textes qui sont sémantiquement proches vont avoir des représentations vectorielles, donc des plongements qui vont être proches au sens de distance usuelle. Et donc, à partir de là, si on a des bonnes représentations vectorielles, on peut par exemple créer des strates, donc de libellés proches les uns des autres, et après procéder à un tirage par strate, par exemple. Donc, toute cette stratégie, finalement, on l'a pas adoptée, parce qu'on avait des gains de performance très limités par rapport à la première stratégie, et aussi parce que ça rendait les choses assez dépendantes de la manière dont on calcule les plongements lexicaux, de la méthode d'apprentissage des plongements. Et donc la troisième stratégie, c'est celle qui a été adoptée, c'est un tirage avec stratégie d'active learning. Donc le schéma qui est ici, il explique rapidement ce qu'est une stratégie d'active learning. Si on commence en haut à droite, on commence par entraîner un modèle sur un petit ensemble de données annotées. Ensuite, en bas à droite, on utilise ce modèle pour prédire, en l'occurrence la PCS, sur, on va dire, l'ensemble de la base de sondage, et on tire des nouvelles observations sur la base d'un indice de confiance. Donc on tire les observations pour lesquelles le modèle qu'on a entraîné est le moins confiant, et on espère, en faisant ça, maximiser le gain d'information qu'on a quand on va annoter des nouvelles observations. Donc après, on passe en bas à gauche, on annote les nouvelles observations qui ont été choisies, et en haut à gauche, on les ajoute au jeu d'entraînement, et on réentraîne le modèle, etc. Donc là, il y a plusieurs manières de faire, notamment par rapport à l'indice de confiance qu'on utilise. Nous, on a utilisé une stratégie assez simple, ça s'appelle le margin sampling. En gros, on considère que le modèle est très confiant si l'écart entre la probabilité prédite pour la classe la plus probable est très éloigné de la probabilité pour la seconde classe prédite la plus probable. Et donc nous, on choisit les observations à chaque fois pour lesquelles le modèle est le moins confiant. Et donc voilà, c'est comme ça que notre jeu d'apprentissage a été constitué. Sachant que nous, on n'a fait qu'une itération d'active learning. Normalement, c'est quelque chose qui se fait avec beaucoup d'itérations, mais pour des raisons de facilité par rapport à la campagne d'annotation, on a choisi de faire une seule itération d'active learning. Et il faut aussi peut-être mentionner ici qu'un jeu de test a été tiré avec la stratégie 1. Donc maintenant, la méthode qu'on utilise, donc comment est-ce qu'on prédit la PCS à partir des libellés de profession. Donc, dans la méthode, il y a deux étapes. La première étape, c'est ce que j'ai mentionné tout à l'heure, on va faire un plongement lexical du libellé. Donc là, on a un exemple de libellé, responsable magasin logistique, technicien salarié. Et l'idée, c'est de lui associer une représentation vectorielle dense. Et pour faire ça, on va considérer à la fois les mots qui constituent ce libellé, mais aussi les n-grammes de caractères et les n-grammes de mots qui le constituent. Donc les n-grammes de caractères, c'est les enchaînements de n caractères consécutifs, n-grammes de mots, c'est les enchaînements de n mots consécutifs. Donc en fait, chaque token, donc un token c'est un mot, un n-gramme de caractère ou un n-gramme de mots, chaque token est associé à un plongement,
et le plongement du libellé, c'est la moyenne du plongement de chacun de ces tokens. Donc la première phase, c'est le plongement du libellé, et la deuxième phase, en aval de la phase de plongement, c'est qu'on a un classifieur linéaire, et donc ce classifieur va renvoyer en sortie une probabilité pour chaque classe possible de la PCS, et à partir de ces probabilités, on va choisir le code le plus probable. Et donc en fait, en gros, la matrice de coefficients du classifieur linéaire est apprise en même temps que la matrice de plongement. Donc la matrice de plongement, en gros, c'est une matrice avec... chaque ligne correspond à un token, et elle a un nombre de colonnes qui est égal à la dimension de l'espace de plongement. Donc il y a deux choses à préciser peut-être. La première, c'est sur l'inclusion de variables annexes, dont j'ai parlé tout à l'heure. La première possibilité, c'est de concaténer les variables annexes au libellé de profession, donc de concaténer des chaînes de caractères en fait. Et à ce moment-là, le plongement lexical, il se fait sur un libellé enrichi. Donc, par exemple, ici, le libellé brut, c'est responsable magasin logistique, mais ensuite, la personne, c'est un technicien, salarié, etc. Donc, on concatène les chaînes de caractères et le plongement est fait sur la base d'un libellé enrichi. Et la seconde possibilité, c'est d'avoir une matrice de plongement indépendante qui est entraînée pour chaque variable annexe. Et à ce moment-là, la représentation vectorielle d'une observation, c'est la concaténation du plongement lexical du libellé et des plongements de chaque variable annexe. Et en aval de la phase de plongement, on a aussi plusieurs possibilités. Les possibilités qui sont décrites là, c'est celles qui sont présentées ensuite dans les résultats. La première, c'est un schéma softmax pour le classifieur linéaire. Donc, en fait, si on note WI, le plongement obtenu pour l'observation I, et ben, les probabilités obtenues en sortie sont égales à F de PWI. F, c'est la fonction softmax, donc qui mappe ces valeurs réelles vers ces valeurs comprises entre 0 et 1 qui somment à 1, qu'on peut considérer comme des probabilités, et B, c'est la matrice de coefficients du classifieur linéaire. Et le deuxième schéma possible, c'est un schéma one versus all. On a remarqué que ça marchait étrangement assez bien. Et en fait, là, c'est un classifieur binaire indépendant qui est entraîné pour chaque classe en aval du plongement. L'optimisation, elle se fait par descente de gradient stochastique ou un algorithme lié à la descente de gradient stochastique. Par exemple, c'est Adam qu'on a utilisé. Et la perte, c'est une perte standard de type cross-entropie. Donc moins 1 sur n fois, donc pour n observations, c'est moins 1 sur n fois la somme de yi scalaire log de f bwi. Et yi, c'est un encodage one hot de l'output pour l'observation i. Et voilà, log de f bwi, c'est les probabilités en sortie de modèle pour l'observation i. Et pour évaluer la performance des modèles, on pondère la proportion d'observations bien classées. Donc les résultats rapidement, on obtient des résultats pour un peu tous les modèles qu'on a essayés, on obtient des résultats autour de 66-67%. Ils sont un peu, donc la proportion pondérée d'observations bien classées est légèrement inférieure quand on considère un modèle avec plongement indépendant de chaque variable annexe, ce qui est quand même assez surprenant, mais c'est sûrement lié au fait qu'on a passé moins de temps à optimiser les hyperparamètres du modèle, qui sont en plus plus nombreux qu'avec un modèle qui exploite un libellé de profession enrichi. Et du coup, il faut quand même mentionner que les performances atteignent les niveaux qui étaient attendus par la maîtrise d'ouvrage du recensement de la population, ce qui nous a poussé à avancer sur la mise en production de ce module de codification pour l'ERP. Et donc là, j'ai juste mentionné qu'on avait optimisé les hyperparamètres des modèles par grid search sur un jeu de validation. Par exemple, pour le premier modèle qui est donné, il y a un nombre d'hyperparamètres assez faible et on les a fixés comme ça. Je ne vais pas parler des paramètres d'entraînement, mais c'est des choses qui ont été fixées empiriquement. Peut-être que je vais parler rapidement de la reprise, juste pour finir. Donc,
quelque chose qui est intéressant, c'est qu'avec SICOR, on avait forcément une phase de reprise manuelle, étant donné que SICOR, étant un ensemble de règles déterministes, n'arrivait pas à classer n'importe quel libellé. Parfois, le libellé était non codable et il fallait l'envoyer en reprise pour voir si des annotateurs pouvaient le coder manuellement. Ici, ce n'est pas forcé, étant donné que le modèle donne des probabilités pour chaque classe de la PCS. Mais on peut quand même choisir d'envoyer en reprise des libellés, par exemple, pour augmenter tout de suite la précision de la codification, ou alors pour récupérer des données supplémentaires qui vont servir à réentraîner le modèle. Et dans ce cadre-là, en fait, on a envie de systématiquement envoyer en reprise des libellés pour lesquels le modèle n'est pas confiant. Donc on utilise le même indice de confiance que celui qui a été mentionné tout à l'heure. Et là, le graphique que vous voyez ici, il montre comment on arrive, en faisant ça, à améliorer tout de suite la précision de la codification. Donc en abscisse, c'est le pourcentage de reprise. Donc à chaque fois, on envoie la part de bulletins individuels de l'échantillon de test avec l'indice de confiance le plus faible. Donc par exemple, pour l'abscisse 0,2, on a envoyé les 20% avec l'indice le plus faible. Et ben on voit que la précision globale, donc c'est la courbe en rouge, qui est en fait une moyenne pondérée pour chaque abscisse de la courbe en bleu et la courbe en vert. La courbe en bleu, c'est la précision du modèle de codification, et la courbe en vert, c'est la précision de la notation manuelle. Et ben on voit qu'on arrive, en envoyant par exemple 40% des bulletins en reprise, on arrive à une précision globale de la codification qui est optimale. Et je pense que voilà, j'ai dépassé le temps, donc c'est fini. Merci. On va passer à la présentation de Théo sur les limites de l'algorithme SICOR. Bonjour à tous. Du coup, sujet un peu moins funky cette fois-ci, on parle de la solution existante, enfin ce qui fonctionne actuellement sur la codification automatique dans quasiment toutes les productions de l'INSEE et même du SSP. Quel outil SICOR? SICOR pour système informatique pour la codification des réponses aux enquêtes. Donc SICOR, qu'est-ce que c'est? C'est un outil de codification automatique. Donc, comme l'a présenté Tom ici sur la PCS, l'objectif c'est de transformer un libellé, une information textuelle, et la simplifier dans une nomenclature, que ce soit géographique ou des professions, des activités. Donc SICOR, c'est vraiment cette idée-là, c'est de transformer cette information avec beaucoup de variabilité du texte et la synthétiser en quelque chose qui va être exploitable ensuite dans un processus statistique et d'analyse, pour simplifier l'information. Donc voilà, donc c'est un outil qui est né en 1993, mais il y avait déjà un outil précédent, et donc toujours utilisé. Donc c'est vraiment un outil assez précieux et donc important, parce que c'est la principale solution qu'on a pour coder les professions, les activités d'entreprise dans Sirène, les communes, les pays, les produits, ou les activités, par exemple, produits dans BDF, ou les activités dans l'enquête emploi du temps. Donc, comme l'a dit Tom, c'est un système expert. Donc, la grande philosophie de SICOR, c'est à l'inverse du machine learning et toutes ces techniques de prédiction, c'est que la règle de décision, elle est spécifiée par un expert qui traduit toute sa connaissance sous forme de règles d'un algorithme, à l'inverse du machine learning ou des modèles où en fait c'est la donnée qui va porter la décision. Donc on est vraiment sur cette optique-là où l'expert va retranscrire tout son savoir sous forme de règles. Et donc, SICOR est construit autour de 3 moteurs de règles. Donc, c'est en fait un outil qui est générique dans le sens où SICOR ne sait pas particulièrement coder les communes, les pays, etc. Mais c'est parce qu'on a énormément de contributeurs qui vraiment enrichissent ces données, qui vont faire toutes ces règles de décision qu'on va pouvoir coder, que ce soit les pays, les activités, les professions, etc. Donc 3 moteurs de règles, et donc l'objectif de cette présentation, c'est de vous représenter, de vous redécrire SICOR, ou vous présenter pour la première fois SICOR très rapidement, et de mettre en évidence peut-être deux petites limites qui feraient qu'il faudrait un peu freiner le cas d'usage de SICOR dans certains cas particuliers. Voilà.
Donc, 3 moteurs de règles. Donc, le premier, c'est la normalisation. Il faut transformer un libellé en quelque chose de beaucoup plus simple. Donc là, j'ai pris l'exemple d'une codification de commune. Donc, on va à la main, pendant 3 slides, coder le libellé Fontenay-aux-Roses dans le département des Hauts-de-Seine. Donc, il y a quelqu'un, je ne sais pas, dans une enquête ou dans un fichier administratif qui a renseigné Fontenay-aux-Roses. Donc, la première étape, c'est des étapes classiques de normalisation. On va supprimer des caractères. Donc là, ici, il n'y a pas de caractères spéciaux dans la liste spécifiée par le créateur de cet environnement commune. Il y a des caractères qui vont être remplacés par des espaces. Donc c'est le cas du tiret. Ici, il y avait des tirets entre Fontenay, Aux, Roses, etc. On les remplace par des espaces. Et on va aussi appliquer toute une série d'expressions synonymes ou d'applications de stop forth qui sont classiques. Là, par exemple, dans les sessions sur les appareillements, voilà, on a vu toute cette étape de nettoyage de la donnée textuelle. Et on applique ça ici. Donc, par exemple, l'expert variable de la variable commune avait spécifié qu'il fallait supprimer certains pronoms déterminants type O et le mot CEDEX qui n'apporte pas particulièrement d'informations pour coder la commune. Donc on se retrouve à final avec un mot plus simple, ici, je ne sais pas si mon pointeur fonctionne, 92 Fontenay-Roses, qui est vraiment l'information un peu la plus synthétique, la plus condensée pour coder. Et donc, il y a ensuite une dernière étape, qui est une étape de calibrage, qui est une étape un peu technique, qui consiste à réduire le nombre de mots, en fait fixer la taille du libellé pour qu'il soit comparable aux autres. Donc c'est une étape un peu technique, donc qui va consister à ce que en fait tous les libellés fassent autant de mots. Ici, ils auront tous 5 mots et on remplace, on peut fixer la taille de chaque mot et on ajoute ou on tronque le mot pour qu'il soit de taille fixe. Et on va construire, en fait, toute l'idée de Sicor, c'est de se baser sur ces variables un peu explicatives là, Q1, Q2, qui sont les valeurs de ces tailles fixes. Parce qu'en fait, elles sont toujours définies, vu qu'à la fin de la normalisation, on a toujours ces variables définies, vu qu'il y a toujours la même taille, avec des blancs, etc., s'il y a eu besoin de rajouter des espaces. Donc on est toujours dans ce formatage-là. Et donc, on peut parcourir ces variables. Donc, l'idée qu'il y a ensuite, c'est qu'on a un libellé normalisé et on va essayer de le coder, enfin de rapatrier ce libellé à un index. J'expliquerai tout à l'heure comment ça fonctionne. Mais en fait, l'idée au moment de la codification, c'est d'utiliser un arbre de décision qui, à partir de ces valeurs de ces bigrammes, va donner un code. Donc, par exemple, la première règle de décision qui est spécifiée ici dans cette codification des communes, c'est d'abord de regarder le troisième bigramme ici. Là. Donc on a décomposé notre valeur. Donc ici, c'est ce qui vaut NT. Là. C'est le deuxième bigramme, en fait, donc bigramme groupe de 2 lettres du deuxième mot. Donc ici, c'est NT. Donc on est là, donc on se place là. Et là, la règle de décision nous dit, si on est dans ce nœud-là, en fait, il faut regarder maintenant le deuxième bigramme, etc., jusqu'à temps qu'on arrive, donc plein de nœuds intermédiaires, et à un moment, on va arriver à une feuille, et ce sera donc le code. Donc, dans certains cas, en général, l'information textuelle ne suffit pas, et on va utiliser de l'information auxiliaire dite annexe, souvent des variables catégorielles ou des années, donc en l'occurrence des années ici pour coder la commune. Donc par exemple pour ce libellé là où le département de la Seine a un peu changé dans les, je ne sais plus quand, dans les années 60, en fonction de l'année, le code dans le COJ, là, la nomenclature utilisée pour coder les communes, va varier. Donc on va utiliser cette information annexe, comme Tom l'avait présenté par exemple pour la PCS, on utilise plein de variables annexes sur le statut du salarié, etc., la position professionnelle, là ce sera l'année. Et donc on utilise une dernière étape qui là du coup va mobiliser des variables soit catégorielles, soit un peu continues type des années. Et donc l'expert va spécifier sous forme d'un algorithme de type des règles si, sinon. S'il y a cette condition-là, alors on va faire ça ou cela. Donc là, je crois que c'est en 67 où il y a eu le changement, et donc jusqu'à 67 compris, c'était dans le département 75 et ensuite 92. Donc voilà comment fonctionne Sicor. Donc je vais m'interroger sur deux parties de cet algorithme. Donc le premier, c'est l'arbre de décision, là, l'index quid qui permet de réidentifier un libellé en fonction de l'arbre et de donner un code. Donc la deuxième slide que j'ai présentée.
Et la dernière chose que je présenterai, c'est sur le moteur de règles et l'explosion du conditionnement. Donc d'abord, cette pertinence sur ce choix-là, qui peut paraître un peu original, d'utiliser un arbre pour coder avec des variables, pourquoi celle-ci et pas d'autres. Donc en fait, ce qu'on a au départ, et d'où vient cet arbre, c'est qu'au départ, l'expert ne va pas spécifier cet arbre particulièrement. En fait, il a un fichier de données où il a des libellés et il va associer un code. Donc, plein d'exemples. Ici, il y a des libellés de communes et il va associer un code. Et donc, à la fin de la normalisation, là, l'étape que j'ai présentée, finalement, il y a un fichier de données avec des variables Q1, Q2, etc. et les valeurs de ces différentes variables. Et donc l'objectif de Sicor, enfin au moment de l'apprentissage, en fait, la génération de cet arbre-là, c'est de trouver quel est le bigramme, la variable parmi les Q1, Q2, Q3 qui apporte le plus d'informations au sens de Sicor, au sens d'un critère d'entropie. Donc on va trouver le rang du bigramme 1, 2, 3 qui va faire en sorte que dans les nœuds fils, donc on se place à un nœud au début, il n'y a pas de nœud, enfin on est à la racine de l'arbre, qui va faire en sorte qu'il y ait moins de désordre en fait, que les codes, donc ici les codes communes 0, 1, 0, 0, 1, soient les plus homogènes au sein de chaque fil. Donc on va faire ça localement de manière récursive, on va choisir à chaque fois donc c'est ce programme d'optimisation qu'on va résoudre. Donc on va utiliser du coup une quantité assez classique en statistique, l'entropie, qui est en fait, je ne l'ai pas défini ici, mais c'est la somme sur tous les cas possibles de cette variable t, de la proportion de cette valeur, d'une valeur fois le log de la proportion de cette valeur. Et donc cette quantité-là, elle varie entre 0, s'il n'y a pas de désordre, tous les codes sont homogènes, il n'y a qu'un seul code, à au pire log du nombre de modalités possibles. Donc ça, c'est le pire des cas, c'est quand finalement il y a tous les codes, finalement, on n'a rien discriminé, Et donc on va choisir le meilleur bigramme en fonction de ce critère d'optimisation. On va choisir le bigramme qui minimise cette entropie pondérée par la proportion. Donc s'il y a beaucoup de désordre dans un nœud, mais qu'il y a finalement peu de données dans ce nœud-là, peu de lignes de ce fichier de données qui correspondent à ce sous-nœud-là, autant pondéré par ça, voilà. Donc c'est le désordre pondéré par la proportion de libellés dans l'index appartenant à ce nœud. Et donc on fait ça récursivement, on va choisir à chaque fois le meilleur nœud. Donc ce qui est intéressant ici dans ce programme d'optimisation, c'est que finalement ce qu'on minimise, c'est l'entropie, et donc c'est-à-dire le minimum de règles de décision qu'on va faire. C'est-à-dire qu'on va minimiser la taille de cet arbre que j'avais présenté. Donc ici, là, le parcours paraît très long, mais en fait, si on regarde au-dessus et en dessous de cette ligne pointillée, finalement, au-dessus de cette ligne pointillée, c'est là où on se serait arrêté s'il y avait si on avait atteint une feuille, c'est-à-dire qu'en dessous du nœud 92 ici, tous les codes fils sont de 92 fonds. Là, la feuille ici, on est arrivé à une feuille. Mais en fait, vu qu'on a parcouru peu de nœuds, là en fait, on a basé la décision que sur 4 critères, donc 8 caractères. Ça paraît un peu strict, et puis sorti de nulle part, voilà, que ces bigrammes-là. Donc l'expert variable va rajouter en fait des garde-fous et donc rajouter des contrôles supplémentaires. Donc il va spécifier de dire qu'il faudra regarder aussi tel ou tel bigramme. Donc c'est pour ça qu'on a cette espèce de grande tige où il n'y a pas beaucoup de décisions après, où finalement on rajoute le fait qu'il faut vérifier aussi la concordance sur d'autres cas. Donc en fait, finalement, ce programme d'optimisation, c'est pas comme un critère de cross-entropie ou de vraisemblance où on va maximiser l'adéquation d'un modèle aux données. Là, on n'est pas dans ce cas-là, on est dans un cas beaucoup plus computationnel, calculatoire. L'objectif, c'est on était à une époque où l'informatique, c'était beaucoup plus lent, et donc la grande originalité ici, c'était d'arriver très rapidement à un code. Et c'était la force de cet algorithme. Mais donc une critique qu'on peut faire, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on a envie d'optimiser, c'est la fiabilité de notre modèle, de notre règle de décision, et donc plutôt une cross-entropie ou de l'adéquation des données à une règle de décision, ce qui n'est pas fait là, où c'est vraiment plutôt être le plus efficace possible pour coder sur une machine. Donc voilà, et donc on peut se demander justement avec ces critères de redondance qu'on a ajoutés,
Qu'est-ce que ça apporte par rapport à une solution un peu plus classique, bêta, naïve, qui consisterait à juste apparier, trouver le matching exact entre mon index, là où j'avais mes codes et mes libellés de communes, versus cet arbre construit avec un critère d'entropie. Donc j'ai un peu séparé les différentes étapes, parce qu'on a bénéficié d'une rétrodocumentation de SICOR, donc on peut un peu séparer les 3 étapes que je vous ai présentées, et voir l'effet, isoler un peu l'effet des trois étapes. Donc là, j'isole plutôt l'effet de l'étape de normalisation et identification. Donc j'ai pris dans le papier, il y a plus de jeux de données, mais dans cette slide, j'ai pris 5 jeux de données sur des nomenclatures différentes. Il y a des communes, des pays, et il y a un peu d'activité et de la PCS, dans le RP, etc. Et donc, ce qu'on voit, c'est que dans la première colonne ici, vous avez le taux d'appariement, le taux d'observation qui sont codés par appariement strict, c'est-à-dire que j'ai regardé une observation de mon jeu de données et j'ai essayé de l'apparier directement. Est-ce que c'était égal à une observation de mon index? Et donc ça, j'arrive à le faire dans 70% des cas pour les communes. Donc c'est quelque chose, c'est quand même facile à coder. On retrouve les enquêtés renseignent facilement un libellé de commune qui appartient à l'index. Mais si je normalise, je fais cette étape-là, en fait, finalement, j'arrive à 97% d'identification. Et ce que m'apporte en plus SICOR, c'est pas beaucoup plus, c'est juste à peine un point, 98,2, en faisant cette technique d'arbre. Et donc, du coup, je n'apparie pas sur exactement tous les bigrammes, mais un petit peu moins, vu que tous les bigrammes ne sont pas des bigrammes de redondance. Donc ça ne marche pas pour tous les cas, du coup je vous ai mis des cas où ça marchait un peu moins, mais par exemple pour la profession en PCS 2003 dans le recensement, où si on faisait une méthode un peu naïve sur d'identification sur le libellé normalisé, on aurait à peu près 70% de codage, 76% de codage automatique, alors qu'aujourd'hui avec SICOR on obtient à peu près 87,5. Mais en fait, l'essentiel du travail, il est fait pendant l'étape de normalisation et pas finalement grâce à cet arbre un peu original. Et donc, je vais maintenant vous parler de l'autre phase, qui est le moteur de règles. Donc, je vous ai présenté une règle en fait finalement assez simple, où il y avait 2 cas. Est-ce que mon année est inférieure à telle date ou telle date? Donc, je vous présente ici une autre règle, qui est la codification d'une ville qui s'appelle Petit Mercey. Et donc là, en fonction de l'année, il y a eu différents codes dans le code. Donc elle est spécifiée de cette manière-là dans SICOR, c'est possible de le spécifier comme ça. Mais on pourrait très bien le spécifier d'une autre façon, ça donnerait c'est complètement équivalent, c'est-à-dire que pour la même année, on aurait le même code dans ces 2 façons de programmer les choses. Et donc je me suis intéressé à quels critères pouvaient être intéressants pour mesurer la complexité de l'arbre. Donc je me suis dit, en fonction de cet exemple, que la profondeur en soi maximale de l'arbre, c'était pas un critère très intéressant, parce qu'en fait l'expert doit un peu combiner tous les cas. Donc le critère intéressant, c'est pas la profondeur maximale qui est ici est 2 et ici est 3. C'est aussi dur de constituer la règle d'une façon la façon à droite ou la façon à gauche. Ce qui est intéressant, en fait, finalement, c'est le nombre de nœuds intermédiaires, le nombre de cas sur lesquels l'expert doit pencher pour résoudre l'ensemble des combinaisons qu'il y a en fonction des variables annexes. Donc, c'est sur ce critère-là que j'ai essayé de mesurer la complexité des différents graphes de règles sur différents environnements, donc voilà, les communes, les pays, etc. Donc là, c'était vraiment un cas très simple, où au pire, dans cet exemple-là, il y avait trois nœuds intermédiaires, mais vous avez des cas, par exemple, sur la PCS, où vous avez des règles qui vont de 4 conditions intermédiaires jusqu'à plus de 2000. Donc ça veut dire que pour un certain cas, un certain libellé, sans doute des libellés très flous, je ne me souviens plus exactement quel est le cas exprès, mais ça doit être quelque chose comme employé, etc. Il y a toute une combinaison de règles, parce que voilà, ça mobilise la nav sur 5 positions, les statuts, donc ça déborde de combinaisons, et tout ça explose. Et donc finalement, au moment de construire les règles, l'expert a pensé plus de 2000 cas, donc on imagine que ça cause des erreurs et que c'est difficile à maintenir, quelque chose comme ça.
Donc voilà. Donc vous avez ici différentes valeurs. Et donc voilà, ce qui est intéressant, c'est que dans certains cas, des fois, ça explose et il y a des valeurs intermédiaires. Mais on peut améliorer les choses, notamment en utilisant beaucoup moins de variables intermédiaires, ce qui est fait par exemple pour la rénovation de la PCS, où il n'y a plus beaucoup de variables intermédiaires et avec peu de modalités. Donc par exemple, à chaque fois, les règles qui sont écrites dans SICOR avec cette nouvelle nomenclature PCS 2020, dans le pire des cas, dans tous les cas, il y a toujours 17 nœuds intermédiaires de type si, sinon si, donc de type plutôt si, la condition, quoi. Donc beaucoup plus simple. Et donc là, c'était un peu un point de vue théorique sur l'analyse du graphe comment dire, compter les nœuds, quoi. Mais on peut se demander qu'est-ce que ça donne en fait en réel sur des vraies données, combien de conditions j'ai dû parcourir, j'ai une observation, je veux savoir combien de conditions j'ai dû faire pour arriver à mon code dans cette dernière étape. Donc là, j'ai pris des observations de l'enquête annuelle de recensement 2020 sur la profession salariée et non salariée. Donc c'est à peu près 1 million d'observations là qui a codé, qui sont codées, comme on a dit, à peu près à 90%. Et donc dans la majorité des cas, en fait, finalement, il y a eu moins de 20 conditions qui sont parcourues, donc c'est à peu près compréhensible. On pourrait refaire ce raisonnement un peu nous à la main. Mais dans d'autres cas, dans à peu près un quart des cas, enfin pour un quart des cas, enfin on a dû faire au moins 20 conditions. Donc, alors que c'est un système expert, c'est quand même dur de se dire, pour coder, j'ai dû, moi, personnellement, emmagasiner un empilement de conditions. Donc, très, très dur à maintenir ce genre de système. Donc, petite conclusion, donc c'est un outil vraiment très rapide et vraiment un couteau suisse qui sert dans beaucoup de nomenclatures. Mais voilà, quelques petits points. Donc c'est remplaçable dans le sens où en fait, finalement, dans beaucoup de cas d'usage, on s'approche d'un appariement, enfin d'une identification, et on pourrait mettre en place des méthodes beaucoup plus simples de normalisation et d'appariement strict. Et que c'est générique du coup, mais donc du coup pas toujours adapté dans les meilleures solutions. On pourrait faire des méthodes plus simples, comme sur les communes par exemple. Mais on pourrait aussi peut faire des choses plus complexes, et je pense à raison, par exemple sur la PCS, et du coup faire du machine learning. Voilà. Merci. Merci Théo. On va pouvoir prendre une ou deux questions. Donc s'il y a des questions dans la salle, je vous laisse vous manifester. Si pas de questions dans la salle, il y a bientôt le cocktail, effectivement. Je peux peut-être proposer à Thierry Rocher, qui devait être initialement président de ces sessions, d'intervenir s'il le souhaite. Et sinon, on a une question sur Zoom également. Bon, dans ce cas, je vais prendre la question Zoom. Donc, c'était une question qui concernait la présentation de Tom. La question est la suivante. Est-ce qu'on pourrait utiliser ce codage, donc le codage de la PCS 2020, pour recoder les FAP qui dépendent des PCS et du ROM? Alors, il y a beaucoup d'abréviations et je ne les connais pas toutes. Donc, en particulier FAP, les familles professionnelles. Okay. Donc, est-ce qu'on pourrait utiliser le codage de la PCS pour coder les familles professionnelles? C'est la question d'Olivier Jugan. J'ai tendance à dire que oui. Enfin, du coup, l'idée, ça serait d'utiliser les codes prédits par un modèle notre modèle de machine learning pour déterminer le code FAP. Je pense pas qu'il y ait de problème. Ouais. Ou j'ai peut-être mal compris la question. C'est difficile de répondre sans vraiment connaître la nomenclature, mais je pense que la réponse est acceptée. Est-ce qu'il y a... Oui, il y a une question dans la salle. Oui, bonjour. Dans SICOR, ça s'adresse plutôt à Théo, là, mais est-ce que vous avez réinterrogé le choix qui a été fait de prendre des bigrammes et de choisir en priorité tel ou tel mot plutôt qu'un autre? Alors des fois, on prend le dernier mot pour la pertinence de la codification. Donc le fait de prendre des bigrammes, c'est un choix
ça change pas grand-chose en fait. Voilà, d'une part parce qu'on s'approche vraiment de l'appariement, donc qu'on prenne des bigrammes ou des trigrammes, on arrive au... Je suis un peu sourd. Enfin, on arrive un peu à la même chose, pardon. Et par contre, pour revenir au choix qui est fait par les experts de prioriser certains bigrammes ou pas, c'est assez bien fait dans le sens où ce qui est priorisé, c'est souvent les premiers mots parce que c'est ceux qui apportent le plus d'informations. Et souvent les premiers bigrammes des premiers mots. Donc en général, il n'y a pas c'est pas valable pour tous les cas, mais en général pour les 2 ou 3 premiers mots, on prend les 3 premiers bigrammes. Et donc en fait, ça revient un peu à faire de la lématisation, enfin où on enlève tout ce qui est le suffixe du mot en faisant ce genre de technique. Et c'est plutôt intelligent de faire ça vu l'outil. Moi, j'avais une petite question sur la mise en production pour l'ERP. D'abord, je voulais dire un grand bravo, parce que pour mémoire, c'est quand même des travaux qui sont faits dans un temps record, et notamment cette campagne d'annotation que tu as pilotée, Théo. On avait bénéficié du report du recensement lui-même pour faire intervenir des collègues en région pour participer à cette campagne d'annotation. Donc je vois que la mise en production est pour bientôt. J'en aurais voulu savoir un peu plus à partir de quel EAR et avec quel système de reprise et d'enrichissement du modèle et quelle contribution aux acteurs de reprise. Si vous avez déjà la question, mais peut-être que ce n'est pas à vous qu'elle s'adresse. Donc ce qui est prévu, alors je parle un peu à la place de l'AMOA du ERP, mais bon. Normalement ce qui est prévu c'est une mise en production pour l'ER 2024. Donc il y a eu un groupe de travail qui consistait à réfléchir sur la solution informatique et un peu organisationnelle de la mise en place de ces modèles, et notamment la question de l'entraînement annuel des modèles. Donc il y aura une application qui va être développée par le domaine RP par le domaine RP au SNDIP, à partir de choses qu'on a un peu fait en POC de notre côté. Donc voilà. Et puis sur la partie reprise, je ne sais pas, mais du coup il y aura une refonte de l'application de reprise pour intégrer justement cette nouvelle nomenclature. Je regarde Gwenaël. Mais oui, enfin, je pense que quand même il reste globalement pas mal de questions auxquelles il faut répondre. Et Gwenaël. Tout à fait. Donc, peut apporter je confirme ce qu'a dit Théo. C'est prévu pour 2024 avec donc les travaux qui ont été menés par le SSP Lab et Théo. Donc ça c'est sur la partie codification automatique. Après il y a toute une stratégie de qu'est-ce qu'on envoie en reprise. Est-ce qu'on envoie des bulletins pour les coder, ou est-ce qu'on envoie des bulletins pour améliorer la base d'apprentissage, pour faire de l'évaluation. Donc tout ça, c'est une stratégie qu'on n'a pas encore établie et qu'on va établir cette année et l'année prochaine. On va peut-être prendre une dernière question. C'est pas vraiment une question, mais c'est plus un apport en plus sur SICOR. C'est que on voit que ça marche très très bien en français, mais ça marche dans toutes les langues. Hein. Et ça c'est un apport assez important. Et ça peut être utilisé par plein de collègues étrangers. Oui, juste pour rebondir, du coup, oui, on le diffuse un peu à l'étranger, mais voilà, un peu la difficulté, c'est qu'on ne l'a pas mis en open source, et que voilà, il y a toujours cette difficulté où un INS étranger va nous contacter et on doit essayer de leur expliquer cet outil, mais effectivement qui peut fonctionner vraiment dans toutes les langues. Je vous propose de conclure. Merci d'avoir assisté à cette session et merci à nos 2 orateurs. Bonne soirée.